Si tu débutes en vidéo et que tu ne sais pas par où commencer, alors regarde ça jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et vulgariser les bases que tu as besoin pour te lancer. On va parler storytelling, réglages techniques, cadrage et mouvements de caméra, bref, tout ce dont tu as besoin. Avant même de parler caméra, settings, VFX, effets visuels, il faut parler histoire. Pourquoi tu veux filmer ? Qu'est-ce que tu veux montrer ? À qui s'adresse ta vidéo ? Si t'as pas de but, ta vidéo ne servira à rien. Alors oui, c'est vrai, à l'heure actuelle, on voit beaucoup de vidéos d'effets visuels où il n'y a pas réellement d'histoire. Mais là, je suis en train de t'expliquer les bases. Dans cette vidéo, on va pas voir les détails du storytelling. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui te l'expliquent, mais il faut vraiment que tu comprennes que lorsque tu filmes, il faut avoir un but. Quelque chose à raconter. Et même si tu débutes et que tu veux aller t'exercer dans ton jardin, trouve quelque chose à raconter. N'oublie pas aussi que dans audiovisuel, tu as le mot audio. Pour moi, la musique et l'ambiance sonore font partie intégrante de ton histoire. Garde tout ça en tête lorsque tu filmes. Tu peux filmer ton pote par exemple qui s'entraîne à la salle et l'histoire de la vidéo c'est montrer à quel point ton pote est motivé. Ou bien motiver les gens à aller faire du sport. Bref, garde en tête que tu dois raconter une histoire lorsque tu fais une vidéo. Quitte à te rendre encore plus indécis sur le choix de ton premier boîtier, honnêtement, la caméra, on s'en fout un petit peu au début. À l'heure actuelle, tu peux faire de superbes vidéos avec ton smartphone. Donc, tu ne dois pas avoir la dernière caméra pour débuter la vidéo. Après, une fois que tu auras fait tes dents, certains boîtiers seront mieux que d'autres, c'est vrai. Et pour ça, je vais quand même te donner quelques détails techniques. Mais si tu as un smartphone, vas-y, fonce, commence déjà à filmer. Pour faire très simple, au niveau des capteurs, tu as deux formats. Tu as l'APS-C et le plein format. Il en existe d'autres, mais j'ai dit que j'allais vulgariser dans cette vidéo. Pour faire très simple, l'APS-C c'est un petit capteur, le plein format c'est un plus grand capteur. Point. L'APS-C coûte moins cher, mais il suffit largement pour débuter, voire même par la suite. Le plein format, lui, va t'apporter un meilleur rendu, c'est vrai, surtout en basse lumière. Mais on parle de boîtier, mais il faut surtout parler des objectifs. Tu vas te rendre compte effectivement que le plus important par la suite sera donc l'objectif. Alors vu qu'on parle d'objectif, on va parler focale et ouverture. La focale, ce sont les millimètres que tu vois indiqués sur l'objectif. Ça peut être du 24 mm, 50 mm, 18-50 mm, ça veut dire que ton objectif va de 18 à 50 mm, etc. Retiens que plus le chiffre est élevé, plus ça zoome, et plus ton arrière-plan est compressé. Un 16 mm sera un grand angle, vu que la valeur est petite, tu vas voir beaucoup plus à l'image, et vu qu'on a parlé de plein format et d'APS-C, pour ton information, sur un APS-C, vu que le capteur est plus petit, tu vas avoir un zoom de base, plus ou moins. Par rapport à un plein format, il y a un coefficient multiplicateur d'1,5. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu as un objectif 20 mm sur un APS-C, son équivalent en plein format est un 35 mm. Tu peux retenir cette information, mais retiens simplement que plus la focale est élevée, plus ça zoom, et plus la focale est petite, et plus tu vas voir de choses à l'écran. Ensuite, tu as l'ouverture. Là, c'est la valeur juste après le F. Le F représente l'ouverture du diaphragme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Au plus la valeur après le F est petite, au plus ton diaphragme est ouvert. Ça veut dire qu'au plus il y a de lumière qui rentre. Et donc, tu as une image plus lumineuse. Et tu auras un meilleur flou d'arrière-plan. Au plus tu vas fermer ton diaphragme et donc au plus la valeur après le F est élevée, au moins il y aura de lumière qui rentre dans ton capteur. Et donc, ton image sera plus sombre. Et au plus ton image sera nette, au moins tu auras de flou d'arrière-plan. Alors le tout premier point que tu dois savoir, c'est la 4K. Filme tout en 4K. Point. Voilà. Il n'y a pas plus d'explications à donner. Allez, parce que c'est toi. Avec de la 4K, tu auras une meilleure résolution d'image, mais ça, je pense que tu dois le savoir. Mais surtout, si tu dois recadrer ton image en post-production, donc zoomer dedans par exemple, tu auras une meilleure qualité que si tu filmais en HD. Maintenant, on va passer au prochain point, les ISO. Alors les ISO, c'est la sensibilité à la lumière. Retiens juste que plus tu montes en ISO, au plus ton image est lumineuse. Donc si tu filmes dans des conditions de faible luminosité, par exemple la nuit, au plus tu vas augmenter tes ISO, au moins ton image sera sombre et donc au plus tu pourras voir de choses. Mais au plus tu vas augmenter tes ISO, au plus tu risques de dégrader l'image. Pourquoi risquer ? Car il y a certains boîtiers à l'heure actuelle qui te permettent de monter très haut en ISO. Mais si tu le peux, essaye toujours d'avoir tes ISO réglés au plus bas possible en fonction de ton boîtier. Les FPS, donc les images par seconde. FPS, donc c'est un acronyme pour Frame per Second. Retiens qu'en Europe, on filme à du 25 images par seconde. Aux États-Unis, donc en Amérique, là ils sont à du 24 images par seconde. Je t'embête pas avec les détails, retiens ça simplement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut simplement dire que lors d'une seconde de vidéo, il y a 25 images qui se sont déroulées. Donc lorsque tu regardes 2 secondes de vidéo, tu auras en tout 50 images qui se sont déroulées. Certaines caméras te permettent de filmer en 50 images par seconde ou bien 100 images par seconde. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
automatiquement. Lorsque tu vas filmer à 50 images par seconde ou bien à 100 images par seconde, tout ce qui est au-dessus de 25 va te permettre en fait en post-production de faire des ralentis. Vu que je viens de t'expliquer que lors d'une seconde de vidéo, tu as 25 images qui se déroulent, si toi tu en as filmé 50, donc en 50 images par seconde, tu pourras effectuer un ralenti x2. Parce que si tu fais 50 divisé par 2, tu obtiens 25. Pareil pour du 100 images par seconde. Si tu as filmé en 100 images secondes, tu as donc capturé 100 images sur une seconde. Ça veut donc dire que tu peux en post-production ralentir ton plan 4 fois, car 100 divisé par 4 égale 25. La vitesse d'obturateur ou shutter speed. Sur ton boîtier, tu vas voir que c'est représenté par une valeur de 1, slash et un nombre. En gros, la vitesse d'obturateur, c'est la durée pendant laquelle ton obturateur va rester ouvert. Mais bon, là on part déjà un peu dans le technique. Mais retiens ça, si tu filmes à 25 images par seconde et que donc tu sais que tu n'auras pas de ralenti à faire, tu dois régler ta vitesse d'obturateur à 1 sur 50. Toujours x2. Tu filmes à 50 images par seconde, tu dois régler ta vitesse d'obturateur à 1 sur 100. Tu filmes à 100 images par seconde, je te laisse deviner, tu mets ta vitesse d'obturateur à 1 sur 200. Mais alors pourquoi faire ce x2 ? Le fait de faire x2 va te permettre à l'image d'avoir un flou naturel. Si par exemple tu fais ceci avec ta main et que tu regardes ta main, tu verras que ça fait du flou. Tu vois pas tes doigts nets. Maintenant, je vais te montrer la différence si tu ne règles pas bien ta vitesse d'obturateur. Donc là, j'ai augmenté ma vitesse d'obturateur. Si tu vois que mon image est plus sombre, c'est normal, j'avais la flemme de faire les réglages. Mais là, tu devrais voir que mes doigts sont quand même assez nets. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours doubler la vitesse d'obturateur par rapport aux images par seconde. C'est pour ce flou naturel. Alors attention, plus tu vas augmenter la valeur qui se trouve à droite du slash, donc 1 sur 200, 300, 400, ou plus ton image va être sombre. Parce que simplement, ton obturateur va rester ouvert moins longtemps et donc capter moins de lumière. Et l'inverse est vrai aussi. Donc tu pourrais te retrouver avec des images trop sombres, sous X, ou bien trop lumineuses sur X, trop cramées. Alors tu as deux solutions. Premièrement, tu as une solution payante qui est le filtre ND. C'est simplement une paire de lunettes de soleil que tu vas mettre à ton objectif. En faisant ça, tu vas pouvoir garder tes réglages pour avoir ton flou naturel et au moins, ton image sera bien exposée et pas cramée. Ou bien tu as une solution qui est gratuite, c'est fermer l'ouverture. Et ouais, si tu te souviens ce que je t'ai dit au niveau des objectifs, sur ton objectif, tu as un F et ensuite une valeur. Au plus cette valeur est basse, au plus la lumière rentre. T'es d'accord avec moi? J'espère que tu t'en souviens encore. Au plus cette valeur est haute, au moins il y a de lumière qui rentre. Donc si t'as pas le choix, tu vas devoir fermer ton ouverture à une valeur donc plus élevée. Moins de lumière va rentrer dans ton capteur et donc tu auras une image correcte en gardant ton flou de mouvement naturel. Et le dernier point au niveau technique, c'est la balance des blancs. Pour la balance des blancs exprimée en Kelvin, retiens juste ceci. Au plus la valeur est haute, au plus ton image est chaude et donc jaune. Au plus la valeur est basse, au plus ton image est froide et donc bleue. Le but, c'est de trouver un juste milieu en fonction de l'éclairage que tu as, si tu es dehors, à l'intérieur, des lumières artificielles ou bien un grand soleil, de trouver le meilleur réglage de ta balance des blancs pour que ton blanc soit blanc. Point. Des outils existent pour te permettre de régler au mieux ta balance des blancs, mais encore une fois, étant donné qu'on débute, on va vulgariser le tout. Si tu filmes en extérieur et qu'il fait très bon en plein soleil, mets ta balance des blancs à 5600 Kelvin, tu t'en sortiras très bien. S'il fait nuageux, passe-la entre 6005 et 7000. Maintenant, si tu filmes en intérieur, ça va dépendre des lumières que tu as. Si c'est de la lampe classique, tu peux les mettre à 3200 Kelvin. Si ce sont des LED blanches et froides, passe-les entre 4000 et 4005. Là, j'avoue, c'est un peu technique, mais c'est quand même important de bien régler ta balance des blancs. Bien que tu puisses quand même rattraper en post-production, mais le but, c'est d'avoir le tournage le plus propre possible pour faciliter la post-production. La fameuse règle des tiers. Alors sache qu'ici, tout ce que je vais te dire, tu dois le respecter et tu ne dois pas le respecter. Super le conseil. Merci. La règle des tiers, c'est une règle de base lorsque tu débutes, mais tu peux choisir de ne pas la suivre. Mais si tu veux choisir de ne pas la suivre, tu dois d'abord savoir ce que c'est. Imagine que ton image est coupée en 9 carrés. Et en fonction de ce que tu filmes, essaye de placer ton sujet sur l'une des lignes d'intersection. Donc, pas comme ici par exemple. Pas en plein milieu. Mais là, c'est différent. Tu vois, là, je ne respecte pas la règle des tiers. Parce que c'est pour YouTube. C'est du face caméra. Garde en tête cette règle des tiers lorsque tu filmes pour te dire, ok, je vais essayer de placer mon sujet peut-être sur cette ligne-là, sur cette ligne-là, ou bien même complètement rien à voir. Parce que ça peut aussi, à un moment donné, apporter quelques créativités bien faites sur tes plans. Alors, il existe énormément de mouvements comme le travelling avant, travelling arrière, panoramique, statique, les angles de caméra, le Dutch angle, etc., etc. Retiens juste une chose, teste un maximum. Une fois que tu auras fait de l'expérience sur les mouvements et les angles de caméra, tu pourras décider de te dire « Ok, je veux mettre un peu de malaise dans ma scène, du coup je vais utiliser le Dutch angle
et donc avoir cet angle légèrement de travers ou même de la contre-plongée si tu veux que ton sujet ait une importance et soit dominant dans la scène. Bref, il existe énormément de mouvements et d'angles possibles, mais toi, vu que tu débutes, teste-en un maximum. Et encore une fois, ça peut être un choix créatif. Tu peux filmer en contre-plongée sans mettre forcément ton sujet dans une position dominante. C'est ça qui est bien avec ces règles, c'est qu'il faut les connaître pour savoir si tu souhaites les appliquer ou pas du tout les appliquer. Voilà, maintenant tu connais les bases créatives et techniques à appliquer lorsque tu débutes en vidéo. Comme je te l'ai déjà mentionné, tu dois connaître ces bases pour savoir si tu veux les respecter ou bien y déroger. Et ça, que ce soit au niveau créatif ou bien même au niveau technique. Tu as donc maintenant toutes les clés en main pour te lancer. Et n'oublie pas, le plus important de tous, lance-toi, tout simplement. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo t'intéresse et si par la suite tu voudrais en revoir d'autres dans ce style-là. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aiderait énormément. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!